Alors évidemment, Jeanne d'Arc, Christophe Colomb, Léonard de Vinci, la Reine Margot, Jean de La Fontaine, etc., c'est destins qui ont fait l'histoire. Mais je voulais qu'on commence par Jeanne d'Arc, parce que quand j'étais en fac, j'avais un prof d'histoire qui était sans doute marqué un peu à gauche et qui ne cessait de répéter dans l'année « Jeanne d'Arc est historiquement inventée ». Et j'étais surpris, évidemment, j'avais 18, 19 ans à cette époque-là. Est-ce qu'il y a un mystère autour de Jeanne d'Arc ? On sait tout de Napoléon parce que c'est plus proche de nous, mais Jeanne d'Arc, avouons que c'est plus loin. Donc, est-ce que tout ce qu'on nous raconte est validé ? Je ne sais pas si Christine Kelly répond ou si Marc Menant. Mais est-ce qu'il y a une polémique ? Sérieusement, il y a eu des polémiques sur Jeanne d'Arc. Oui, il y a plus qu'une polémique. On a choisi avec Christine d'en parler parce que justement, il y a cette légende d'une gamine qui aurait été totalement inculte, la petite bergère. Ce que l'on sait de Jeanne d'Arc, c'est grâce au procès qui la condamne aux flammes. Mais n'oubliez pas que dans un premier temps, elle pourrait échapper à ce sinistre destin si elle ne demandait pas à un moment donné de remettre ses habits d'homme, parce qu'elle estime qu'elle devrait être traduite devant un tribunal religieux, ce qui n'est pas le cas, et par conséquent, elle est parjure. Et c'est parce qu'elle est parjure qu'elle finira dans le bûcher. Mais toute son existence, on ne prend que des petits éléments. Ce dont on est à peu près certain, c'est qu'elle vivait dans une toute petite maison avec ses parents, mais que ses parents n'étaient pas du tout de cette basse extraction. Son père menait les affaires judiciaires du village. Elle avait une chambre à elle, elle possédait une robe, ce qui est extrêmement rare à l'époque. Alors pourquoi une bergère ? Eh bien, tout simplement parce que dans le village, n'oubliez pas, on est en pleine guerre de 100 ans. Et il y a les Bourguignons alliés aux Anglais. Le village, il est séparé en deux. Et de temps en temps, vous avez les troupes d'élité qui, elles, mènent, pour pouvoir survivre, des expéditions contre les villages. Alors à ce moment-là, comme dans le village... Non, mais vous écartez de ma question. Non. Mais non, vous écartez de ma question. Pourquoi historiquement inventé ? Certains disent que ça n'a même pas existé. C'est ça ma question. Ah, ça, je pense qu'on ne peut pas dire qu'elle n'ait pas existé. Il y a un personnage qui jaillit, oui, mais qui n'est pas du tout celle comme un Du Guesclin qui sortirait avec des armes. Et non, elle va galvaniser. Ce qui est étonnant, ce sont toutes les questions qu'on peut se poser. Cette jeune fille, même si elle est d'une bonne famille, comment imaginer qu'elle sache monter à cheval ? Comment imaginer que du jour au lendemain, en 4 jours, on lui fasse une armure sur mesure ? Tout ça, oui, ça n'est pas crédible. Bon, mais il y a un vrai procès. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nier que cette femme ait existé, qu'elle ait été traduite devant des juges, etc. Bon, alors, ces destins qui ont fait l'histoire, je le répète, c'est passionnant. C'est la version poche. Il y a eu la version grand format, si j'ose dire. Est-ce que parmi toutes ces histoires, Christine Kelly, il y en a un destin qui vous touche particulièrement ? Je pense que le destin de Beethoven me touche particulièrement parce que souvent on voit dans les personnalités, vous avez cité tout à l'heure Napoléon, hors antenne ou je ne sais plus, mais on voit souvent des personnalités, on oublie qu'ils ont toujours des forces et des faiblesses. On prend les personnalités en se disant, voilà, Beethoven, c'était une star de la musique, un champion, un héros, un fougueux. Et on oublie à quel point... son enfance a forgé, travaillé et a fait l'homme qu'il est, à la fois ses forces et à la fois ses faiblesses, parce qu'il était indomptable, il était ingérable. Et pourquoi est-ce qu'il était ingérable ? Son enfance me touche particulièrement, et Marc sait bien que je suis très attachée à l'enfance des différents personnages, parce qu'il avait un père alcoolique, parce que son père l'obligeait à jouer au piano, parce que son père le réveillait la nuit pour jouer au piano, et parce que à force d'être brimé par son père, il a fini par se mettre en piano, transformer une adversité en opportunité, devenir un héros, et un héros tellement rempli de souffrance, avec à la fin un héros qui termine sourd. On ne sait pas si c'est à cause des coups de son père ou pas, mais qui termine sourd. Il est sourd toute sa vie ou une vers la partie fin, de sa vie ? Une partie de sa vie. Donc la légende d'un Beethoven sourd, il a composé alors qu'il entendait sa musique. Oui, il a bien composé. Ah,
pas du tout. Au début, oui. Au début, oui. Au début, Mais à partir de 25 ans, tout ce qu'il compose... Alors, il a même une astuce. On À raconte 25 ans déjà, il est oui, sourd. bien évidemment, il commence à avoir... Alors, il a une sorte de grand entonnoir qu'il place contre l'oreille. Il perd petit à petit l'audition. Il perd l'audition, mais alors, pour percevoir les notes, il a inventé une sorte de principe, c'est-à-dire qu'il met un crayon qui touche les cordes du piano, et c'est par cette vibration qui lui vient au bout de la langue qu'il connaît, qu'il arrive à traduire ce qu'il est en train de composer. Alors, avec cet esprit, évidemment, avec cet esprit d'initiative qui est le sien, Fabrice Lafitte voit qu'on parle de Beethoven, et je suis sûr qu'il va nous proposer quelques notes de Beethoven avant même que je lui demande. Je précise pour Monsieur Bouc que Beethoven n'est pas un chien. Hein. Je précise que Beethoven est un compositeur. Allez-y, humiliez-moi devant Marc et Christine, allez-y. Mais non, bon, il y a l'ode à la joie, bien sûr. Bien Alors, sûr. On sent la fougue. C'est le souffle. c'est Marc qui a la fougue, plus que Beethoven. Je pense que vous avez plus la fougue que Beethoven. mais vous savez, parce que je vous connais. On aimerait bien connaître son Vous enfance. savez ce qu'il disait ? Oui, Je prends mon destin à la gueule. oui. C'est formidable. C'est C'est-à-dire que formidable, oui. ça montre comment... Mais c'est des génies. Ah oui, oui. Là, on a complètement. affaire à des génies, Beethoven, Mozart. Oui, mais C'est- qui transforment leurs difficultés en Mais opportunités, vous en êtes génie sensible aussi. toujours à cette résilience, parce Oui, que, oui. disons-le, Christine, Oui. ceux qui nous écoutent Oui. connaissent votre histoire, et Oui. il y a de la résilience en Oui. vous. Oui, parce que je pense avoir un message peut-être aussi modestement, et le temps que Dieu me permet d'être sur terre, de parler de mon témoignage et de dire que la vie, c'est une succession de résilience. Ce n'est pas parce que vous avez été battu lorsque vous étiez petit, c'est pas parce que vous êtes né dans un quartier, c'est pas parce que vous êtes né dans une petite Guadeloupe, c'est pas parce que vous n'avez pas d'argent, c'est pas parce que vous n'avez pas les moyens que vous ne pouvez pas aussi avoir un destin aussi modeste qu'il soit, mais transformer les difficultés que vous puissiez Ce qui est avoir. Et évidemment je pense qu'on a assez besoin d'entendre ça différent de aujourd'hui. Marc Menant, qui est né évidemment dans l'opulence, avec Oui, à l'école des parents, Roches. bien à sûr. des parents très riches, Oui, dans un non. hôtel particulier. Mais On venait non. vous chercher avec un chauffeur pour aller à Mais l'école, non. et c'est là que vous avez appris l'histoire. Bon, moi j'aime bien Hugo, évidemment. Ah. Hugo, c'est quand même... Il y a le mot de Gide que je comprenais pas d'ailleurs quand j'avais 15 ans. On disait quel est le plus grand écrivain du 19e siècle. Il avait dit Hugo, hélas. Et je comprenais mal ce qu'il voulait dire. Bon, mais c'est un génie, Hugo. Il est parfois d'ailleurs méprisé, justement. Quand Gide dit ça, c'est une manière de le mépriser. Vous comprenez ce que je C'est veux un dire? volcan, c'est l'éruption. Oui, C'est invraisemblable. oui. C'est-à-dire quand on voit le nombre de pages Mais c'est qui incroyable. jaillissent de Oui. sa plume. Et de qualité. Mais c'est plus que de la qualité. C'est-à-dire que le verbe est en flamboyance. Il n'y a pas une seule seconde où on est déçu par Hugo. À la limite, parfois, on se dit « Oh là là, il va trop loin », un peu comme le pilote de Formule 1 dans le virage, il va rater. Non, Oui. il s'arrête juste dans l'emphase J'aurais et ça reste simplement majestueux. J'aurais C'est pas magnifique. comparé, pour tout vous dire, Hugo à un pilote de Formule 1. C'est pas quelque Non, chose je qui me parle de serait la vu. ligne. Oui, c'est pas c'est- quelque chose qui me serait venu immédiatement. C'est ce si qui vous fait la voulez. différence. Bon, il y a non, mais bien sûr. Bon, il y a ce poème magnifique que chacun connaît quand même, que je vais lire parce qu'il est dans ce livre, Ces destins qui ont fait l'histoire, et c'est aux éditions Lithos Histoire. Demain dès l'aube. Oh Tout oui. le monde connaît ça. C'est merveilleux. D'ailleurs, c'est étonnant parce que ça n'a jamais été mis en chanson, je pense. Non. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu. Je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste. Et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles, au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Enfin, je saluerai Marc Menant et Christine Kelly. Non, c'est pas dedans. Non, mais c'est vraiment magnifique. Léopoldine. Et là, Alors, c'est c'est l'homme de la souffrance aussi. Là. Oui. Vous voyez, c'est l'homme de l'exploit. Oui. On n'a même pas parlé aussi de son côté politique. L'homme politique, il réussit surtout. Et là, c'est la profonde souffrance aussi Oui. qu'il a vécue avec la perte de sa fille. Et il est terrible, ce poème. Il est puissant. Il jaillit justement, comme vous dites souvent, Marc Menant, de souffrance et de puissance. Et c'est l'un des moments les plus invraisemblables de douleur qu'un être humain puisse connaître. Oui.
Il est avec sa maîtresse, Juliette, ils sont en vacances. Tous les ans, ils s'absentent comme ça, je dirais, de l'existence. Ils sont guillerets, ils ont marché toute la journée et ils décident d'aller se reposer dans un cabaret. Ils entrent, il n'y a pas grand monde, ils se placent au bout de la pièce, il y a des journaux. Alors chacun en prend un, et là il lit la disparition d'une jeune fille à côté de Rouen, et il découvre que cette jeune fille, morte noyée alors qu'elle faisait du canoë avec son fiancé, c'est sa Léopoldine. Et là, il s'effondre en pleurs. Il faut lire comment Juliette Drouet raconte cet instant qui est, je dirais, la brisure totale d'un être et comment on arrive à se redresser, repartir dans l'existence après cela. C'est Hugo. Alors Hugo, Notre-Dame de Paris va rouvrir. C'est vrai que Notre-Dame de Paris, on peut sauter des lignes de temps en temps parce que les descriptions sont longues, avouons-le. Ce qui n'est pas le cas des Misérables. Je trouve que les Misérables, c'est formidable parce qu'il y a une intensité. Il y a d'ailleurs les Misérables qui sont montés en ce moment au Châtelet. Il y a une intensité, puis il y a une galerie de portraits qu'il y a moins, j'ai envie de dire, dans Notre-Dame de Paris, parce qu'il y a beaucoup plus de descriptions parfois qui sont un peu ennuyeuses. Oui, mais il faut lire... Pour le lecteur d'aujourd'hui. Vous avez raison, il faut lire 93, l'homme qui rit. Mais Notre-Dame, c'est lui qui sauve Notre-Dame. Oui. Notre-Dame, elle était devenue une sorte de hangar, des écuries. Et il le est dernier là. jour d'un condamné à mort, bien sûr. Ah oui, magnifique. L'homme qui rit, bien sûr. Bon bah écoutez, merci. Mais c'était un plaisir. C'était un plaisir. Est-ce que vous savez déjà l'émission que vous allez faire ce soir? Non, justement, j'ai pas encore les sujets. Peut-être on va parler de Notre-Dame. Moi, ça m'interpelle beaucoup, le Notre-Dame demain. Est-ce que vous serez à l'inauguration de Notre-Dame? Non, je suis pas invitée. Vous le pourriez, vous êtes une figure de la société française, chère rien Christine du tout, et je suis pas invitée Kelly. dans les moments importants de la société française. Arrêtez. Et vous, Marc Menant, vous pourriez peut-être être un des figurants de Notre-Dame, je ne sais pas lequel. Limpie. Le passager clandestin de l'inauguration. Parce que notre ami pourrait être Esmeralda et Christine, et vous seriez qui? Vous ne seriez pas Quasimodo, non. Est-ce qu'on a l'air de Belle que chantait mais effectivement, et ça serait formidable. Bon bah écoutez, ça c'est un livre, c'est aussi un livre pour Noël, même si on a tous des souvenirs. Vous savez, le tonton qui nous offrait un livre le soir de Noël, on était ravis, on avait 12 ans, on disait c'est un livre, c'était sympa. mais en même temps, c'est bien. Vous lisez toujours beaucoup, monsieur Menant? Ah oui. Votre bibliothèque, elle doit être incroyable. J'ai plus de 2000 livres. Dites donc. Ils sont partout dans sa maison, il n'a pas de bibliothèque. Non, mais alors je le dis pour les TD. Parce que vous allez dans la maison de monsieur Menant. Ah oui, ça m'est arrivé. Et vous en ressortez? Vous arrivez à en sortir? Pas vivante. Parce que faites attention, la maison de monsieur Menant. Je ne dirai ça. Non, mais à propos du livre, c'est vrai qu'on n'aime pas trop les livres, mais là, il est intéressant pour des enfants, pour des jeunes à lire, parce que les chapitres sont courts, ils sont simples, et c'est questions-réponses. Je pose des questions à Marc qui répond simplement. C'est pas non plus des chapitres un peu compliqués. Je suis absolument d'accord. Et un petit chapitre sur un personnage, c'est intéressant. Je suis d'accord. Est-ce qu'on a la musique ou pas? Non, oui. C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps. Vous ne connaissez pas les paroles du tout. Oh l'autre là-bas, eh oh, petite femme mon gars. Il sait même Notre-Dame. Il connaît Victor Hugo. Il sait même pas qu'il y a Victor Hugo. Il pense que c'est une avenue dans Paris. Si vous voulez que je vous dise. Vous savez qu'il habitait, Victor Hugo, avenue Victor Hugo. Victor Hugo, le seul qui de son vivant a eu une incroyable. Le jour où vous habiterez avenue Marc Menant, là, je regarderai différemment. Vous savez que toutes ces petites dames, ce jour-là, ont offert leur prestation en hommage à Victor Hugo, prestation gratuite. Le jour où il est mort? Le jour où il est mort. Alors les petites dames, vous voulez dire les dames de petite vertu, les dames de joie. Exactement, les dames de joie qu'on paye. Il est 12h, non mais soyons clairs, 12h48.